Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au programme cette semaine, des milliers de Cubains qui manifestent contre le pouvoir. L'image est inédite et elle traduit un profond malaise traversé sur l'île. Nous y reviendrons dès le début de ce numéro. Nous nous arrêterons également à New York, l'une des villes les plus vaccinées, celle qui vaccine le plus outre-Atlantique. 70% de la population a déjà reçu une première dose anti-Covid. Mais un certain plafond de verre semble aujourd'hui atteint, comme constaté par nos équipes. Reportage à suivre. Et puis les effets du changement climatique constatés dans le désert d'Arizona. Les cactus observés de près par les scientifiques montrent des premiers signes de fragilité. Explication à la fin de ce magazine. Qu'est-il en train de se passer à Cuba? Un vent de révolte s'est-il abattu sur l'île, pourtant habituée à ne pas exprimer ses rancœurs? Des manifestations historiques inédites depuis la révolution de 1959 ont secoué le pays dimanche dernier. Derrière cette mobilisation qui a pris par surprise les autorités, plusieurs facteurs, la crise économique, la pandémie, mais aussi l'effet d'Internet. Explication. Liberté, crient ces manifestants. Dans les rues de la capitale, des centaines de Cubains expriment leur colère contre le gouvernement communiste. Nous sommes ici à cause de la répression contre le peuple. Ils nous laissent mourir de faim. La Havane s'effondre. Nous n'avons pas de maison, nous n'avons rien. Mais eux, ils ont de l'argent pour construire des hôtels. Et ils nous laissent mourir de faim. Des revendications entendues dans plusieurs villes du pays, où des milliers de manifestants ont défilé. Un vent de révolte qu'on n'avait pas connu depuis des années dans le pays de Fidel Castro et qui a surpris les autorités. Si le président a admis que la situation était difficile dans le pays, il y voit aussi la main de Washington. Il y a des gens qui sont venus manifester leur mécontentement par rapport à la situation qu'ils vivent. Mais il y a aussi des contre-révolutionnaires mercenaires payés par le gouvernement américain de façon indirecte à travers des agences du gouvernement américain pour organiser ce genre de manifestations. Mais parmi les manifestants, des Cubains avant tout excédés par la crise économique. Chaque jour, les habitants doivent patienter de longues heures pour s'approvisionner en nourriture et sont confrontés à une pénurie de médicaments. Une crise liée au naufrage économique du Venezuela, principal soutien du régime cubain, et aux nouvelles sanctions imposées par l'ancien président américain Donald Trump et maintenues par Joe Biden. L'épidémie de Covid-19 a aussi porté un gros coup au tourisme, secteur clé de l'économie cubaine. Résultat, le PIB a chuté de près de 11% en 2020, son pire recul depuis 1993. Une crise qui agit comme un détonateur pour une société en pleine transformation. On n'est plus dans l'époque de Fidel Castro ni de Raúl Castro. Et cette nouvelle génération, elle a des aspirations différentes. Elle a Internet comme elle ne l'avait pas auparavant. Elle réclame des changements également politiques, des changements culturels. Et c'est un combiné de ces différentes aspirations qui s'ajoutent à la crise, aux crises, mais qui sont des crises elles-mêmes bien plus importantes, qui est de survie pour les gens qui ont besoin maintenant de pouvoir s'alimenter, de se soigner normalement. Pour l'heure, le président cubain accuse les sanctions américaines d'être responsables de la crise. Dans un discours prononcé à Philadelphie, le président américain a dénoncé ce mardi les assauts du camp républicain contre le droit de vote. 17 États ont effectivement modifié cette année leur loi électorale et restreint l'accès aux urnes. C'est un socle de la démocratie selon Joe Biden qui se retrouve visé. Démocrates et activistes des droits civiques s'inquiètent aujourd'hui. Selon eux, ces mesures discriminent directement les minorités. Taline Nunjian. Pour Joe Biden, la démocratie américaine fait face à l'épreuve de son temps. Au cœur de la ville où la déclaration d'indépendance a vu le jour, le président démocrate a tenu un discours ferme et très attendu par les militants des droits civiques. Plusieurs États républicains ont adopté des lois qui imposent des conditions de vote plus strictes. To me, this is simple. This is election subversion. It's the most dangerous threat to voting and the integrity of free and fair elections in our history. Lors de l'élection présidentielle de 2020, l'ancien président Donald Trump dénonçait une fraude électorale massive sans la moindre preuve. Conséquence, des États comme l'Arizona, la Géorgie ou encore la Floride imposent désormais une réduction du temps d'ouverture des bureaux de vote ainsi qu'une baisse du vote par correspondance. C'est au Texas que les derniers débats animés ont eu lieu.
Les démocrates tentent d'y empêcher de telles mesures car elles ciblent davantage les électeurs issus des minorités qui votent majoritairement démocrates. Une inquiétude que le chef de la minorité républicaine au Sénat n'a pas l'air de prendre au sérieux. Quite interesting to see the Democratic majority in the Senate concerned about minority rights in the state Senate in Texas. I guess if you live long enough, you'll see almost anything around here. Joe Biden souhaite faire adopter un projet de loi national permettant de contrer ces mesures, mais sa marge de manœuvre reste faible. Chaque État dispose en effet de sa propre autonomie législative et exécutive. Les différents États également engagés sur le front de la campagne vaccinale. Les objectifs chiffrés avancés par Joe Biden n'ont pas vraiment été atteints. Le président américain avait promis l'immunité collective pour l'été. On en est encore loin. Si 334 millions de doses ont bien été administrées, un peu moins de 50% des Américains sont à ce jour totalement vaccinés. À New York, l'une des villes où le sérum a le plus été administré, on tente désormais de convaincre les récalcitrants que l'on va même parfois chercher dans les quartiers. C'est un reportage de nos correspondants Jessica Lemassurier et Fanny Chauvin. À New York, plus de 70% des habitants ont déjà reçu une dose du vaccin contre le Covid-19. Mais certains quartiers sont à la traîne, comme ici dans le Bronx. Alors, la ville a mis en place ces bus mobiles qui rendent accessibles les vaccins à la population. Coralie Camargo est mère célibataire. Elle vit dans le quartier. When they go to school, I want to make sure when they go inside the classes, they sit down, I want to make sure they're all safe. Relax your arm, bring your arm down. There you go. Caroline, la fille de Coralie, a 12 ans. Elle vient d'avoir sa seconde dose. Dans la file d'attente, Désirée Mitchell a toujours repoussé ce moment. I never took a flu shot and I always fought it. But I just doing it because my husband took the shot. So I said I'm gonna do it. Dans le métro new-yorkais, les affiches pour la vaccination sont partout. Elles sont traduites en plusieurs langues. New York fait partie des 25 États américains où les cas de Covid sont en augmentation. En cause, la diffusion des variants. Le docteur Irwin Redlener est le fondateur du Centre national de prévention des catastrophes. Il s'inquiète de la situation. The variants, especially the Delta variant now, is a serious problem. And one of the reasons that I'm very anxious about opening everything too early, including opening the schools too early, is that a lot of this is not under control. You know, you say 70% of New Yorkers have gotten at least one dose of the vaccine. That's good, but children can't get vaccinated if they're under the age of 12. The teachers are not required to be vaccinated. So I think we're dealing with a potential threat that we don't have full control over. New York continue d'inciter sa population à se faire vacciner et offre même des tickets de métro en échange d'une dose. On nous parle régulièrement des effets du changement climatique, la montée des eaux, les sécheresses extrêmes, des phénomènes météorologiques aussi violents. On nous signale en revanche beaucoup moins les effets plus subtils tels que des changements biologiques. Des chercheurs américains sont en train de s'interroger sur des modifications observées sur les cactus du désert, une espèce désormais, vous allez le voir, menacée. Il n'est que 7 heures du matin, mais la lumière et la chaleur sont déjà hautes dans cette étrange forêt. Une forêt de cactus que Bill Picci et son assistant viennent étudier. Ce géologue et chercheur en écologie vient admirer dans le désert de Sonora en Arizona un phénomène unique chaque début d'été, la floraison des cactus saguaro. Ces cactus ont réussi, après des millions d'années d'évolution, à faire ce miracle. Économiser la plus petite goutte d'eau et d'énergie pour produire des fleurs et des fruits juste au bon moment de l'année. Normalement, les cactus fleurissent au sommet, comme des cheveux sur une tête. Mais cette année, un phénomène se généralise et inquiète les chercheurs. Ils fleurissent aussi sur les côtés. Et ce n'est pas parce que c'est joli que c'est bon signe. Si un sixième doigt se mettait à pousser sur la main de votre enfant, vous vous diriez « Super, il va devenir le meilleur guitariste du monde » ou cela vous inquiéterait? C'est pareil ici. Et en tout cas, ça a tous les symptômes du changement climatique.
Les scientifiques craignent que ces bourgeons supplémentaires inhabituels affaiblissent les cactus jusqu'à les faire mourir. Le changement climatique entraîne plus d'extrêmes. Ici, il n'y a pas eu une goutte de pluie l'an dernier. De quoi inquiéter aussi ces bénévoles dans le parc national de Saguaro. Car dans ce désert, les cactus sont le pilier de tout un écosystème. Leurs fruits nourrissent oiseaux, insectes, petits mammifères et donc aussi leurs prédateurs. À l'aube, ce matin-là, alors que la température va monter en journée jusqu'à 48 degrés, les bénévoles arrachent ce qu'on appelle des herbes à buffle. Elles n'existaient pas ici auparavant, mais se développent avec le réchauffement climatique et sont une autre menace pour les cactus. Ces herbes aspirent tous les nutriments, toute l'eau autour. Et donc les plantes natives d'ici ne peuvent plus survivre. Si on ne les arrache pas, dans 100 ans ici, ce sera presque comme le désert du Sahara. Ces herbes invasives représentent un autre danger. Elles brûlent extrêmement vite et causent des incendies ravageurs. Les saguaros n'existent qu'en Arizona et dans l'État du Sonora au Mexique et mettent 50 ans à pousser jusqu'à l'âge adulte. Les protéger d'une extinction est capital. Avec ça, je sens que je peux faire ma part pour sauver la planète. Parce que moi, je vois bien les effets du changement climatique sur notre désert ici. Protéger les saguaros, c'est préserver ces formes emblématiques au coucher de soleil, une image de fin de tous les westerns, le symbole du Grand Ouest américain. Et c'est la fin de ce numéro de Cap Amérique. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même continent. À très vite. C'est l'heure de votre météo avec Camif. Du coup, on n'a pas le temps de s'étendre sur notre canapé Camif en tissu recyclé. Ah ben, si, en fait. Camif, changeons le monde de l'intérieur.